1977, la nouvelle d'un mystère médical apparaît dans le Los Angeles Times. Quelques dizaines de personnes sont décédées de façon inattendue dans leur sommeil pour des raisons inconnues. Les hommes étaient pourtant jeunes et en bonne santé. L'un des articles raconte l'histoire d'un des adolescents retrouvé mort dans sa chambre. Après avoir fui la guerre du Vietnam, lui et sa famille s'est installé en Californie. Traumatisé par tout ce qu'il a vécu dans son pays, le jeune garçon a commencé à faire de terribles cauchemars. Les semaines passent et les mauvais rêves s'intensifient. Il se réveille toutes les nuits en sueur et en hurlant. Ses parents décident de l'amener chez un médecin qui lui prescrit des somnifères qu'il ne prendra évidemment pas, car sa décision est prise. Il ne veut plus dormir. Il s'arme tous les soirs d'un grand thermos de café qu'il cache dans le placard de sa chambre pour rester éveillé. Pour se divertir, il se met à regarder la télévision toutes les nuits. Mais au bout de 3 jours, il ne peut plus lutter et s'endort. Peu de temps après, au beau milieu de la nuit, ses parents sont réveillés par des hurlements qui proviennent de sa chambre. Quand ils ouvrent la porte, le couple voit leur fils tomber raide mort au sol. En lisant cet article dans le journal, Wes Craven est à la fois bouleversé et fasciné par ce fait divers qu'il suit de très près depuis quelques semaines. Le réalisateur ne va pas attendre longtemps avant de se mettre à l'écriture de son nouveau scénario en s'inspirant de ces histoires. C'est parti pour la saga Freddy. Après avoir réalisé La créature du marais, le metteur en scène se met sérieusement à l'écriture de son nouveau projet qui raconte l'histoire d'une adolescente qui se fait agresser dans ses rêves par un homme entièrement brûlé. Pour créer ce croque-mitaine, Wes va alors se remémorer une frayeur d'enfance. Il avait environ 7 ans. Un soir, il est dans sa chambre prêt à s'endormir, mais entend des pas et des marmonnements dans la rue. Il s'approche de sa fenêtre et voit un vieil homme portant un chapeau. Ce devait être un ivrogne, mais pour moi, c'était un type mystérieux. Il s'est arrêté, a levé la tête vers ma fenêtre et m'a regardé dans les yeux. J'ignore comment il a su qu'un gamin le regardait, mais il l'a su. Ça m'a coupé le souffle. Je me suis reculé pour qu'il ne puisse plus me voir. Je me suis tapi dans l'ombre et j'ai compté jusqu'à 100. Ne l'entendant plus, j'ai cru qu'il était parti. J'y suis retourné et il m'a fixé comme ça, d'un œil malveillant. Puis, pour couronner le tout, il s'est dirigé vers l'entrée de mon bâtiment tout en continuant à me fixer. J'ai couru vers ma porte d'entrée et j'ai entendu la porte d'en bas s'ouvrir. J'ai réveillé tout le monde, mais le temps que tout le monde se lève, l'homme avait disparu. Il s'inspire donc de cette anecdote de jeunesse pour créer le personnage qui va terroriser les adolescents d'Elm Street. Il veut également lui donner une arme unique pour se démarquer des autres grands méchants, quelque chose qui pourrait être fabriqué à moindre coût et qui ne serait pas difficile à utiliser ou à transporter. Et justement à ce moment-là, il étudie les peurs primitives ancrées dans le subconscient et découvre que l'une de ces peurs est l'attaque par des griffes d'animaux. Il va alors imaginer un gant armé de griffes. Pour ses vêtements, il choisit un pull rayé rouge et vert car ce sont des couleurs qui agressent les yeux. Et enfin pour le nom, Wes puise dans une autre expérience qu'il a vécue durant son adolescence. Quand j'étais adolescent, j'étais livreur de journaux pour me faire un peu d'argent. Je m'occupais d'un quartier avec un autre jeune garçon qui s'amusait à m'intimider jusqu'à me frapper. Il s'appelait Fred et on l'appelait Freddy. Quant au nom de famille Kruger, c'est l'extension du nom d'un des personnages de la dernière maison sur la gauche, Krug Stylo. Malheureusement, quand il soumet son concept au grand studio hollywoodien, c'est la douche froide. Tous le rejettent pour diverses raisons. Dans le cas de la Paramount, le studio préparait déjà un film intitulé Dreamscape, qui a également fini par sortir en 1984. Ce long métrage met en vedette Dennis Quaid en tant que médium, qui utilise ses capacités pour entrer dans les rêves des gens pour les aider à vaincre leurs peurs. La Paramount n'a donc pas vu la nécessité de produire un deuxième film sur le thème des cauchemars. Étonnamment, un seul studio donnera un retour positif et c'est Walt Disney Pictures. En effet, la maison de Mickey voulait en tirer un conte pour enfants, mais hors de question pour Wes Craven d'édulcorer la violence. Pendant ce temps, Bob Shaye, le fondateur d'une petite compagnie indépendante créée en 1967 au nom de New Line Cinema, rêve de devenir un grand producteur. Son ami Mark Fostater, qui est le producteur des Monty Python, lui conseille de se rendre à Los Angeles pour rencontrer les talents en train d'émerger. Il encourage à voir entre autres Tobe Hooper, Joe Dante et un certain Wes Craven, qui venait de connaître un petit succès grâce à La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche. 2 longs métrages que Bob trouve justement très intéressants. Il contacte alors Wes. Au fil de la discussion, le metteur en scène évoque son nouveau projet. Il m'a parlé d'un script à propos d'un croque-mitaine qui attaquait les gosses dans leurs rêves. S'ils se faisaient tuer dans leurs cauchemars, ils mourraient pour de vrai. Je lui ai dit que c'était une idée brillante.
Je l'ai rappelé 5 ou 6 fois pendant les mois qui ont suivi, mais sans résultat. Mais un jour, Craven accepte enfin de lui envoyer le manuscrit. Le président de la New Line est conquis. Sa collaboratrice Sarah Richer se charge des négociations, mais la mission est plutôt compliquée. Elle doit faire signer un contrat pour presque rien. Après des débats tendus, la société de production parvient à poser une option sur le scénario pour seulement 5000 $. Combien? Avant de trouver les financements nécessaires, le script doit malgré tout subir des réécritures. Wes, Robert et Sarah se retrouvent durant 3 week-ends dans une maison près d'un lac pour apporter de nouvelles idées. Par exemple, Bob imagine un plan où Freddy sort du mur. Il apporte aussi l'idée qu'un des adolescents soit piégé dans des marches gluantes. Et ses propres filles lui suggèrent la fameuse comptine « 1-2, Freddy te coupera en deux ». Bref, une fois le script bouclé, le producteur doit se confronter au pire, le financement. Après avoir subi le mépris de plusieurs grands studios qui ne veulent vraiment pas entendre parler du film, il réussit néanmoins à trouver des investisseurs. Mais l'un des partenaires menace de se retirer si le film n'est pas livré en moins de 3 mois. 3 mois. 3 mois. Il n'y a donc pas de temps à perdre, les castings sont ouverts, et c'est la directrice Annette Benson qui s'y colle. Pour jouer le rôle du croque-mitaine, une anecdote très populaire raconte que l'acteur David Warner a été initialement choisi et que des tests maquillage ont été effectués, mais il a dû abandonner en raison de conflits d'horaires. Finalement, cela a été démenti par les cinéastes dans le documentaire Never Sleep Again. Ce qui est vrai en revanche, c'est que quand Robert Englund est venu passer l'audition, Wes Craven n'était pas du tout conquis au départ en le voyant arriver avec son énergie et son air jovial. Pour lui, Freddy devait être un vieil homme imposant, ridé, avec un air très méchant. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Mais l'acteur montre sa motivation en allant jusqu'à assombrir ses paupières inférieures avec de la cendre de cigarette et en coiffant ses cheveux en arrière avec une matière très grasse. L'audition se passe tellement bien que le metteur en scène change complètement d'avis à propos du personnage, décidant qu'un acteur plus jeune pouvait tout aussi bien faire le job. Play that funky music, white boy! Je n'ai pas pu trouver d'acteur pour jouer Freddy Krueger avec le sens de la férocité que je recherchais. Tout le monde était trop calme, trop compatissant envers les enfants. Puis Robert Englund a auditionné. Il n'était pas aussi grand que je l'avais espéré et il avait la peau et les cheveux gras. Il m'a impressionné par sa volonté d'aller dans les endroits sombres de son esprit. Robert a compris Freddy. L'acteur était à ce moment-là connu grâce à son interprétation de Willy dans la mini-série de science-fiction V, diffusée sur NBC. Pour le rôle de Nancy Thompson, Wes Craven recherche quelqu'un de non hollywoodien. Pour Nancy, je voulais une fille qui pourrait être ma voisine. Pas une jolie potiche blonde. Quelqu'un qui pourrait être votre babysitter, en qui vous auriez confiance avec les pieds sur terre. Heather Langenkamp, qui était apparue dans plusieurs publicités et un téléfilm, avait pris congé de ses études à Stanford pour continuer à jouer. Elle a décroché le rôle après une audition ouverte le vendredi 13 janvier 1984, alors que de nombreuses actrices comme Courtney Cox, Tracy Gold ou Claudia Wells ont été envisagées. Je crois que c'était ma deuxième audition pour le film. C'était une agence de casting d'Hollywood totalement bondée. J'ai lu le rôle devant Wes, et pendant que je jouais le rôle, ça a été plus fort que moi. J'ai fait ça, avec mes doigts, et j'ai dit... C'était un passage du texte où je décrivais mon rêve. Ces espèces de petites griffes sont sorties comme ça, et je crois que ça a plu à Wes. Pour interpréter Glenn, c'est dans un premier temps Charlie Sheen qui obtient le rôle, mais les producteurs se sont retrouvés dans une impasse, quand l'acteur demandait un salaire de 3000 $ par semaine. La New Line Cinema n'était tout simplement pas disposée à accepter ça. Alors, Charlie a abandonné le projet. Et c'est finalement 2 acteurs qui sont retenus, Mark Payton et Johnny Depp. Et en fin de compte, Mark ne sera pas pris mais jouera un an plus tard dans la suite La Revanche de Freddy. L'équipe s'organise pour débuter le tournage dans les meilleures conditions possibles, malgré le faible budget estimé à 1,5 million de $. Mais problème, l'un des investisseurs, qui était censé donner 1 million de $, soit l'investissement le plus important du film, abandonne finalement le projet. C'est tout d'un coup la panique, ils ne peuvent donc plus payer les acteurs et les techniciens et doivent trouver de nouveaux investisseurs. La productrice Sarah Richer, qui est enceinte depuis 6 mois, a la lourde tâche d'aller à Los Angeles pour annoncer à une centaine de personnes qui ne seront pas payées pour le moment, mais qui sont en train de rechercher un nouveau contrat. En voyant la pauvre femme enceinte et très attristée de leur donner une mauvaise nouvelle, personne ne décide de partir du projet. Ils seront finalement payés 15 jours plus tard grâce à la rencontre d'un homme riche qui accepte de payer la somme manquante. L'aventure reprend et le tournage commence officiellement le 11 juin 1984. À cause du faible budget et du temps très limité, les relations entre Bob et Wes sont très tendues. Le producteur a de quoi s'inquiéter. Pour que les griffes de la nuit se fassent, il a dû hypothéquer sa maison et son entreprise. Si le long métrage est un échec, il perd tout. Il va donc être présent tout au long du tournage, ce qui aura tendance à énerver le metteur en scène.
Pour la toute première scène du film où on voit Freddy, ce n'est pas Robert Englund qui l'interprète, mais l'homme responsable des effets spéciaux, Charles Belardinelli, car il était le seul à savoir exactement comment bien couper le tissu avec le gant qui avait de vraies lames tranchantes sans se blesser. Ce gant a d'ailleurs été créé par Jim Doyle et Lou Carlucci à partir d'un dessin de Craven. Chaque matin, avant le début du tournage, Robert Englund devait subir plus de 3 heures de maquillage pour se transformer en Freddy Krueger. Je venais de finir une scène avec Heather, je suis parti faire une sieste en attendant la prise suivante. Après un moment, un assistant est venu frapper à ma porte. Je suis assis sur mon lit, je me suis frotté les yeux et j'ai soudain aperçu un monstre dans le miroir en face de moi. J'avais complètement oublié que je m'étais endormi en Freddy Krueger. Il portait le déguisement entre 12 à 15 heures par jour. À chaque fin de journée, le comédien prenait un malin plaisir à retirer tout ce maquillage et ses bouts de latex collés sur son visage. Pour la mort de Tina, une pièce rotative a été entièrement construite pour le film. Vu le petit budget du film, on a dû être inventif dans les choix des matériaux et dans sa construction. La pièce n'était pas motorisée. On l'avait tellement bien équilibrée qu'il suffisait d'une seule personne pour faire tourner toute la pièce. Tous les objets avaient été fixés de façon à ne pas bouger. Ainsi, quand la pièce tournait, on ne pouvait pas s'en rendre compte. Le tournage est intense pour la pauvre Amanda Wyss, qui souffre de vertiges et de nausées. Malheureusement pour elle, ça sera loin d'être terminé. Car ensuite, elle doit s'enfermer dans un sac mortuaire qui se fait traîner dans un lycée rempli de sang, puis tourner une autre scène avec des serpents aux pieds. Pour la séquence du geyser de sang, les cinéastes ont utilisé le même ensemble de salles tournantes et ont tourné à l'envers comme ceci. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. La fontaine de faux sang a fini par envahir tout le plateau et un technicien s'est électrisé. Cela a provoqué une coupure de courant et a détruit plusieurs caméras. Mais heureusement, l'homme s'en est sorti. La scène où Nancy est attaquée par Krueger dans sa baignoire a été réalisée avec une baignoire spéciale sans fond. Elle a été placée au-dessus d'un petit réservoir où Jim Doyle s'est inséré pour faire passer la main gantée de Freddy entre les jambes des heures. Le tournage de cette scène a duré 12 heures. L'acteur Nick Corri, qui était âgé de 19 ans, était très mal tout le long du tournage. Le jeune acteur souffrait de dépression en raison de sa récente situation de sans-abri. Afin de faire face à ses problèmes émotionnels, il consommait beaucoup de drogue entre les prises. J'avais 19 ans et ma vie était horrible. J'avais fini SDF et j'avais un sentiment de vide, alors je me droguais. Sur le tournage, j'ai sniffé de l'héroïne dans la salle de bain. Je n'en ai jamais parlé, mais je planais durant la scène où je parlais à Heather à travers les barreaux de la cellule de prison. Évidemment, personne n'était au courant et Heather avait ce jour-là trouvé sa prestation incroyablement émouvante. Vers la moitié du film, alors que Nancy essaie de rester éveillée, une scène d'Evil Dead de Sam Raimi apparaît à la télévision. Craven a décidé d'inclure la scène parce que Raimi avait présenté une affiche de La Colline à des yeux dans son long métrage justement. En retour, on peut voir les griffes de Freddy dans Evil Dead 2. Wes Craven avait initialement prévu une fin joyeuse. Il voulait à la base que Nancy sorte de la maison avec sa mère sous un beau soleil. Ensuite, elle rejoint ses amis et son petit copain et le script se terminait sur des petites filles qui jouaient à la corde à sauter en chantant la fameuse comptine. Cependant, Bob Shaye a exigé une fin plus tordue, car selon lui, c'est ce que le public attendait. On s'est vraiment disputé. On a fini par se mettre d'accord pour essayer une seconde fin, montrant la mère se faire attaquer à travers la porte d'entrée. J'ai ensuite proposé de tester une troisième fin, avec la voiture qui embarque les enfants. Wes m'a dit qu'il détestait. Il m'a lancé « Tu veux réaliser ça ? Je te laisse te démerder ». J'ai donc décidé d'intégrer les 3 fins et de les enchaîner au montage. Les paroles de la chanson chantée par les petites filles sont basées sur One Two Buckle My Shoe. Elles étaient déjà écrites dans le script lorsque Charles Burstein a commencé à écrire la bande originale. Après un tournage éreintant, Les Griffes de la Nuit sort le 9 novembre 1984 et connaît un joli succès, avec environ 25 millions de dollars au box-office américain. Au niveau mondial, le film aurait dépassé les 50 millions. De beaux bénéfices qui vont immédiatement sortir New Line Cinema de la banqueroute. Et en plus, contrairement aux autres slashers, le film reçoit également de très bonnes critiques. Alors évidemment, une suite est très vite envisagée par le studio. Dès son premier week-end d'exploitation, Les Griffes de la Nuit a été un succès financier et critique. Donc, le producteur Bob Shaye peut être rassuré, car cela veut dire qu'il ne perdra ni sa maison ni son entreprise qu'il avait hypothéquée pour que ce long métrage se fasse. En voyant le box-office atteindre les 50 millions, il pense évidemment à l'avenir de sa société de production et à la réalisation d'une suite.
À sa sortie, le film a fait un tabac. Les gens se pressaient au guichet. C'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement un film mais un gagne-pain, car la boîte ne tournait pas. On ne produisait rien, on n'avait pas d'argent et on avait seulement un petit bureau entre la 13e rue et University Place à Manhattan. Franchement, on n'avait pas grand-chose. On s'est dit qu'on pourrait peut-être réussir à vivre de ce film. On a demandé à un de nos techniciens de labo, David Chaskin, d'écrire le scénario. En revanche, ce que Bob ne dit pas, c'est que David Chaskin a été engagé en secret derrière le dos de Wes Craven. Le scénariste débutant avait, à son actif, écrit Alone in the Dark en 1982, un film qui raconte l'histoire d'une famille de psychiatres assiégés par des criminels en fuite lors d'une panne de courant. Il a également monté la bande-annonce du tout premier film de la New Line Cinema, Fin août à l'hôtel Ozone. C'est tout. Avec un CV aussi maigre, le choix d'engager David dans un tel projet est plutôt surprenant. Mais quand on sait que les deux hommes sont de vieux amis, on comprend mieux. Le pistonnage. Pendant ce temps, le scénariste Leslie Bohem, qui a appris que le développement d'une suite était en projet, décide de présenter au producteur son idée d'utiliser la grossesse et la possession comme intrigue pour ce deuxième film. Mon concept était un hommage à Rosemary's Baby. J'ai imaginé un complot dans lequel une nouvelle famille aménageait dans la maison, un adolescent, sa mère enceinte et un beau-père avec qui le garçon ne s'entendait pas. C'était une idée vraiment sanglante et effrayante, beaucoup plus physique et réaliste. Mon histoire était plus un scénario de possession avec Freddy entrant dans le ventre de la mère, contrôlant le fœtus. Mais New Line l'a ignoré parce que Sarah Richer était enceinte à l'époque et l'idée l'avait bouleversée. L'idée du fœtus possédé sera finalement utilisée dans le 5e opus, L'enfant du cauchemar. Les producteurs choisissent donc le concept de Chaskin qui parle également de possession. Son script raconte les aventures de Jesse Walsh, un adolescent qui commence à faire des cauchemars récurrents après avoir emménagé dans l'ancienne maison de Nancy Thompson. Le tueur aux griffes va tenter de sortir du monde des rêves en possédant le jeune homme. Même si le scénario comporte plusieurs faiblesses évidentes, tant pis, le temps presse. L'idée est de sortir un nouvel épisode le plus vite possible pour capitaliser sur le succès du premier. Bob Shaye propose à Wes Craven de réaliser le long métrage, mais en lisant le scénario, le metteur en scène passe son tour. Il est même en réalité plutôt furieux de voir que sa création a été défigurée par une plume extérieure. Il a également de nombreux problèmes avec certaines scènes telles que la perruche qui prend feu, et le moment où Freddy sort du corps du personnage principal pour tenter de se manifester dans le monde réel. Wes trouve toutes ces idées tout simplement ridicules. Je n'envisageais pas de suite au premier film. Pour moi, c'était une histoire avec un début, un milieu et une fin. Quand New Line a entrepris de faire un second épisode, ils m'ont proposé de travailler avec eux, car nous étions en bon terme. Mais je n'ai pas accroché au scénario. J'ai eu l'impression que l'histoire n'était qu'un prétexte pour montrer des effets spéciaux ridicules. Pour moi, il y avait des erreurs fondamentales. Montrer Freddy au grand jour, la scène de la piscine par exemple, où on le voyait autour d'ados plus grands que lui, ça dénaturait le personnage et ce n'était pas fait intelligemment. J'ai donc passé mon tour. Comme une date de sortie et un planning de tournage est déjà bloqué, le producteur n'a pas de temps à perdre et propose le projet cinématographique à plusieurs talents émergents comme Stuart Gordon qui vient de réaliser Reanimator par exemple. Après avoir essuyé plusieurs refus, il se tourne vers son vieil ami Jack Sholder. Pas vraiment passionné par les films d'horreur ou le gore, il pense d'abord refuser. Mais quand il finit par saisir les enjeux commerciaux et les conséquences bénéfiques que le film pourrait apporter à sa carrière, il accepte finalement l'offre. Pour Les Griffes de la Nuit, c'était David Miller qui avait établi le look du croque-mitaine avec l'accord de Wes Craven. Mais les producteurs étaient mécontents du résultat. Ils ont donc préféré changer de maquilleur et c'est le jeune Kevin Yeager qui rentre en scène. À ce moment-là, il n'avait travaillé que sur Vendredi 13 chapitre final, l'épisode qui devait conclure la saga de Jason Voorhees à l'époque. Fasciné par son travail, Jack Sholder accepte de voir le jeune maquilleur. Mais avant d'être engagé, Kevin Yeager doit malgré tout prouver qu'il est capable de faire des brûlures réalistes. Très enthousiaste à l'idée de travailler pour Freddy 2, il s'engage dans des recherches approfondies. Mon premier travail a été de transformer le maquillage de Freddy. Il est en partie basé sur le visage de Robert, comme dans le premier film. J'ai fait des recherches, j'ai lu un manuel sur les grands brûlés. Ça a été ma première source d'information. C'était des victimes malheureusement intégralement brûlées. J'ai travaillé sur la couleur et l'aspect de la peau lorsqu'elle se tend après avoir brûlé. Parfois, la peau du menton fusionne avec le cou. J'ai beaucoup étudié ça. Je le voulais plus squelettique et je voulais lui donner un air de sorcière. Une sorcière au masculin, avec une espèce de nez crochu. Il faut maintenant trouver des acteurs pas trop chers pour réduire les coûts. Et à ce niveau-là, ce deuxième épisode rejoint la grande tradition des suites horrifiques qui ignorent les survivants de l'épisode précédent. L'actrice Heather Langenkamp a déclaré qu'on ne lui a jamais donné la possibilité de jouer dans cette suite.
La première personne à être contactée, c'est bien évidemment Robert Englund, mais son agent va faire une demande que le dirigeant ne va pas laisser passer. Il y avait un problème avec Robert. Il commençait à être beaucoup plus prudent à propos du salaire. Il demandait une grande quantité d'argent que nous n'avions pas. Nous étions dans un dilemme. Le producteur décide donc de se passer de l'acteur. Selon lui, Freddy Krueger peut être joué par n'importe qui. Il souhaite ainsi s'inspirer des autres franchises comme Vendredi 13 et Halloween, où les tueurs masqués sont incarnés par des acteurs différents. Une décision qu'il va regretter dès les premières semaines de tournage, mais on en parle juste après. À ce moment précis, c'est un cascadeur dont le nom n'a jamais été publiquement prononcé qui est pris pour le rôle. Pour le personnage principal, qui est décrit comme un garçon timide, c'est Michael J. Fox qui a été considéré pour le rôle. Mais l'acteur n'a pas pu en raison de ses engagements vers un tout nouveau projet cinématographique très peu connu, Retour vers le futur. Brad Pitt, John Stamos et Christian Slater ont tous les trois auditionné pour le rôle. Mais c'est finalement un certain Mark Payton qui est choisi. Le tournage débute en juin 1985 avec un budget de 3 millions de dollars. Et avec une production aussi précipitée, les tensions étaient très élevées entre Bob et Jack. Ils étaient tout simplement pas prêts et ne partageaient pas la même vision pour le projet. Le producteur s'est imposé sur chaque aspect de la production, n'hésitant pas à donner des ordres à toute l'équipe sans l'accord du metteur en scène. De plus, comme je l'ai dit juste avant, la New Line Cinema a refusé d'accorder une augmentation de salaire à Robert Englund et un cascadeur a été choisi pour incarner Freddy Krueger. Le tournage commence par le cauchemar de Jesse sous la douche. Dans cette séquence un peu spéciale, le jeune homme est retrouvé par son professeur de sport sadomasochiste dans un bar gay. Il lui impose de faire plusieurs tours dans la salle de gym du lycée, puis lui dit d'aller se laver. Pendant ce temps, l'enseignant est attaqué par des balles de tennis et des ballons. Il est ensuite ligoté. Freddy apparaît et le tue. Bob Shaye regarde les prises de la journée et ça ne va pas du tout. Il se rend très vite compte de son erreur. Le cascadeur en question n'était clairement pas à la hauteur. Ses mouvements ont été décrits comme proches du monstre de Frankenstein ou d'un zombie. Robert Englund est finalement rappelé en urgence et obtient son augmentation. Pour la fameuse scène d'introduction où Jesse est emprisonné dans un bus scolaire avec deux autres étudiantes, c'est en fait une idée recyclée. C'était l'une des fins alternatives des Griffes de la Nuit que Bob Shaye avait proposé à Wes Craven. Il voulait que Nancy et ses amis soient piégés dans un bus. Wes Craven était farouchement contre car il trouvait l'idée de voir Freddy en tant que conducteur complètement ridicule. Mais comme Wes n'a pas voulu faire partie de cette suite, il a pu utiliser cette idée librement. Pour la scène du bus, on a essayé plein de petites choses sur le plan visuel. Certaines fonctionnent, d'autres non. Une fois que le bus arrive dans le décor infernal, je voulais que l'avant du véhicule arbore une sorte de visage monstrueux. Les gars des effets spéciaux ont ajouté quelques éléments sur la miniature, les phares devenaient des yeux, mais le résultat n'était pas exceptionnel. On ne l'a donc jamais exploité. Plus tard, dans le film, on peut retrouver une scène de danse assez étonnante. Embarrassé à l'idée d'improviser une danse devant toute l'équipe, Mark Payton demande l'annulation de cette prise qu'il juge inutile et absurde. La scène est un peu embarrassante. Il a voulu reporter le tournage, mais à un moment il est arrivé et a dit « D'accord, j'ai tout compris, faites tourner les caméras, je me laisse aller pour vous donner une performance complète. » Après la sortie du long métrage, cette scène est devenue très populaire dans le milieu gay. Tellement populaire que ce passage passait en boucle sur les écrans de télévision dans les clubs gays. Bien que le scénario ne soit pas à la hauteur de l'original, il propose malgré tout de nombreux trucages ingénieux. L'un des responsables des effets spéciaux, Mark Shostrom, doit d'ailleurs s'atteler à la scène qui demande le plus de travail, la transformation. Je me souviens clairement du script qui disait juste « Freddy sort du corps de Jesse ». Il n'y avait aucune description sur ce que je devais faire. Le département des effets a construit un mannequin très large pour que Robert Englund puisse le traverser et sortir. Ils ont également réalisé un double de Mark Payton afin qu'il puisse faire une scène où on voit l'œil de Freddy au fond de sa gorge. La seule personne assez petite pour passer dans cette fausse tête était la petite amie de Kevin Yeager. On peut donc dire que Freddy Krueger a été joué pour une fois par une femme. La conception de cette séquence prendra en tout 11 semaines. Sinon, le tournage du fameux massacre au bord de la piscine a été plutôt chaotique. Les acteurs n'avaient pas eu de répétition et ne savaient absolument pas quand les explosions allaient être enclenchées. Certaines réactions et plusieurs hurlements étaient donc réels. Malgré tous les soucis rencontrés, le tournage se termine miraculeusement dans les temps en août 1985. À la surprise générale, Freddy 2 est un grand succès commercial en récoltant près de 30 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Cette suite dépasse ainsi les 25 millions du premier film. Par contre, cette fois-ci, les critiques sont mitigées. Une publication a même qualifié cette suite de film d'horreur le plus gay de tous les temps. Gay.
Suite à cette analyse, si durant plusieurs années l'équipe de tournage a nié cette étiquette queer, ils ont finalement avoué que c'était intentionnel. Pourtant, à l'époque, Mark Payton a raconté qu'il devait cacher son homosexualité s'il voulait poursuivre sa carrière d'acteur. Et les cinéastes étaient parfaitement au courant. L'homophobie montait en flèche, et j'ai commencé à penser à notre public cible, les adolescents, et à la façon dont tout cela pourrait se répercuter dans leur psyché. Ma pensée était que puiser dans cette angoisse donnerait un avantage supplémentaire à l'horreur. Le problème, c'est qu'à la suite de tout ça, Mark Payton a été catalogué et sa carrière s'est stoppée net. Concernant le réalisateur, il a déclaré qu'il n'était pas du tout conscient d'un tel sous-texte dans son film. Selon lui, son œuvre parle surtout de l'angoisse sexuelle refoulée que tout adolescent éprouve. L'interprète de Jesse a affirmé que le sous-texte du film était de plus en plus souligné au fur et à mesure que le tournage avançait. Malheureusement pour lui, ce rôle va lui coûter cher. Très cher. Le long métrage qui devait à l'origine lancer sa carrière va finalement la détruire. Il va donc abandonner le métier d'acteur peu de temps après. Très rancunier et en colère, il va en 2019 produire un documentaire, Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, qui se concentre sur l'héritage de Freddy 2 et comment ça l'a affecté. Selon moi, si toute l'équipe a nié le côté gay durant toutes ces années, c'est tout simplement pour se protéger. Comme l'homosexualité était très mal vue, ils ne voulaient pas être associés à un film gay qui pouvait potentiellement stopper leur carrière. Après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Ce n'est pas parce qu'on voit une paire de fesses ou quelqu'un se faire fouetter qu'il faut tout de suite penser à un lien direct avec l'homosexualité. Gay. Mais force est de constater que le film transpire ce sous-texte. Malgré l'échec critique de La Revanche de Freddy, la New Line Cinema donne très vite le feu vert pour une seconde suite. Mais cette fois-ci, Sarah Richer et Bob Shaye veulent faire les choses correctement. Ils souhaitent retrouver l'ambiance anxiogène des Griffes de la nuit. Ils décident donc de contacter Wes Craven, qui est sur le point de démarrer le tournage de L'Ami Mortel, où l'on peut voir cette magnifique scène. Comme c'est une belle occasion de récupérer le contrôle de son bébé, le metteur en scène accepte, en empochant bien sûr une belle somme d'argent en contrepartie. Il va appeler son ami Bruce Wagner en renfort pour développer cette nouvelle histoire. Sa toute première proposition pour le film était de faire sortir Freddy Krueger des œuvres cinématographiques pour qu'il s'attaque aux acteurs du premier film durant le tournage d'un nouvel épisode. La société rejette cette première idée, mais comme vous le savez déjà, elle sera reprise quelques années plus tard dans Freddy sort de la nuit. Il réfléchit alors à une vraie suite au premier film. Je me suis dit, si on fait une suite, comment la rendre utile ? La réponse pour moi était d'aller un cran au-dessus. C'est la seule raison d'être une suite. Il faut reprendre l'idée originale et se dire, ça c'était le fondement, que se passe-t-il après ? Dans le premier film, l'héroïne se battait seule. Je me suis alors demandé comment fonctionnait une communauté. J'ai pensé à ça pour Freddy 3, des gosses qui parviennent à s'unir à d'autres gosses. J'ai pensé que ce serait un espoir symbolique pour des adolescents qui se sentaient douloureusement isolés par leur vision du monde et leur sensibilité. Il part donc écrire avec son ami les nouvelles aventures du croque-mitaine. Mais avant toute chose, il tient à appeler Heather Langenkamp. Wes Craven m'a appelé et m'a demandé si cela m'ennuierait s'il incluait mon personnage dans le script de Freddy 3. Il m'a parlé du retour de Nancy en tant que psychologue. Et c'est le 16 juin 1986 que Wes et Bruce présentent une première version du scénario intitulée « Les guerriers du rêve ». En lisant le script, Sarah Richer et Bob Shaye ne sont pas du tout convaincus. Pour vous donner une idée, cette première ébauche se concentrait sur Nancy Thompson, désormais jeune adulte, qui parcourt les routes des États-Unis à la recherche de son père qui a disparu. Sur son chemin, elle tombe sur une mystérieuse autostoppeuse qui va l'attirer dans une série de cauchemars dantesques. Freddy ne tarde pas à ressurgir dans son inconscient, se métamorphosant notamment en serpent géant. Plus tard, elle se retrouve à travailler dans l'aile psychiatrique d'un hôpital où elle va rencontrer un groupe d'ados souffrant de troubles du sommeil. Après quelques morts inexpliquées, comme un garçon soi-disant somnambule qui saute dans le vide ou une fille qui est retrouvée le crâne écrasé dans son téléviseur, Nancy découvre que l'une de ses patientes, Christine, a le pouvoir d'inviter d'autres personnes dans ses rêves. Elle va donc se servir de son pouvoir pour réunir tous les ados dans son cauchemar afin d'en finir pour de bon avec Freddy. Comme vous pouvez le voir, il y a du bon et du moins bon. L'assistante de production Rachel Talalay convainc Bob d'engager Frank Darabont, qui réalisera plus tard Les Évadés, et Chuck Russell, le futur réalisateur de The Mask, pour réécrire le script. Le duo s'exécute et commence par garder les meilleures idées comme le groupe d'adolescents, l'aile psychiatrique, le pouvoir de Christine et le contexte religieux. Les auteurs modifient également l'intrigue qui ne se concentre plus sur Nancy mais sur Christine.
L'idée du serpent géant est gardée, mais recontextualisée, et enfin, ils ont l'idée de connecter chaque mise à mort aux angoisses intimes des victimes. Ce qui va donner de la profondeur à plusieurs scènes, comme celle de Jennifer qui rêve de devenir une célébrité et qui finira à travers un écran de télévision. Les thèmes comme le mal-être des adolescents et l'irresponsabilité des parents sont également mis en avant dans cet épisode. Avant le tournage, j'ai travaillé comme bénévole dans un refuge pour adolescents. Ça m'a aidé à mieux comprendre leurs problèmes. Le suicide est un sujet très sérieux et je n'ai jamais souhaité en rire avec Freddy 3. L'horreur puise dans les émotions et des peurs très humaines. Pour moi, Freddy représente la petite voix qui vous incite à sauter quand vous êtes au bord du précipice. Il connaît vos angoisses les plus intimes et il faut le combattre sur son propre terrain en affrontant votre propre peur. J'ai essayé de donner à chaque personnage une angoisse spécifique, mais je crois que la plus efficace reste celle de la drogue. J'ai reçu beaucoup de lettres me remerciant pour la manière dont ce sujet est traité dans le film. Ce genre de sujet impose à la directrice de casting Annette Benson de trouver des jeunes acteurs à la hauteur. Le rôle de Christine est très vite confié à la débutante Patricia Arquette, qui était alors âgée de seulement 18 ans. La jeune actrice se retrouve aux côtés d'Heather Langenkamp et John Saxon, qui campent de nouveau les rôles de Nancy et Donald Thompson, Priscilla Pointer, qu'on a pu voir dans Carré au bal du diable, Craig Wasson, qui venait de travailler pour Brian De Palma, puis des acteurs totalement inconnus comme entre autres Rodney Eastman pour le rôle de Joey, Jennifer Rubin pour jouer Terrine et Ken Sagoes, qui s'est retrouvé dans le casting un peu par hasard. Pour mon audition, on m'a demandé de jouer le moment où je pète les plombs pendant la séance de groupe. Pour être honnête, j'étais persuadé que je ne décrocherais jamais le rôle. Il cherchait un autre profil, mais mon agent a insisté pour que je m'y rende, ne serait-ce que pour rencontrer la directrice de casting. Il pleuvait terriblement ce jour-là. Je devais me rendre au tribunal le matin, où je me suis retrouvé avec une amende de 400 $, ce qui était plus cher que mon loyer. L'audition était prévue le soir. J'ai dû prendre 2 bus pour ensuite attendre. C'était interminable. En plus, j'ai tout de suite remarqué que les autres candidats étaient grands, musclés, beaux. Ils recherchaient ça dans l'annonce, et j'étais exactement l'opposé. Je ne voulais pas rester, je pensais que c'était une perte de temps. Pour ne rien arranger, ils avaient pris du retard et je ne savais pas si j'allais avoir un bus pour rentrer. Quand on m'a appelé, j'étais en colère. Je me suis mis à insulter Chuck Russell comme un fou furieux et je ne faisais même pas semblant. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'avais 7 appels en absence. C'était bien avant les téléphones portables et j'étais trop pauvre pour m'acheter un beeper. J'ai tout de suite rappelé mon agent et il m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit toujours en colère « Je t'avais dit que je voulais pas y aller !» Et là il m'a répondu « Ils t'ont adoré !» J'ai eu le rôle car ils ont cru que je jouais la comédie. La New Line Cinema impose un budget de 4,5 millions de dollars alors que ce nouveau scénario bourré d'effets spéciaux en demande plus de 20. L'équipe est forcée de s'adapter et de faire très attention à la moindre dépense, ce qui va peser sur le moral et décourager toute l'équipe. Les tensions ne tarderont pas à arriver. D'ailleurs, le premier jour de tournage se passe très mal pour Patricia Arquette. La jeune actrice est littéralement tétanisée pour sa première scène. Il faudra pas moins de 52 prises pour boucler la séquence où elle se fait manger par un serpent géant. Ready, go! And action. 1, 2, 3. And action. Honnêtement, c'était mon deuxième film et je n'étais pas à l'aise avec tous ces effets spéciaux. Il y avait ce directeur de la photographie qui était très méchant. Il s'habillait comme un officier SS, il portait des bottes brillantes et avait une moustache effrayante. Il hurlait très souvent, c'était assez long. J'ai été dans ce satané serpent pendant des heures. Chuck Russell va vite perdre patience et se montre très exigeant avec son casting qui ne comprend pas toujours sa vision artistique. De plus, les comédiens sont plutôt perdus, car durant plusieurs semaines, ils sont obligés de tourner des petites prises toutes déconnectées les unes des autres. Ils peuvent par exemple commencer la semaine à tourner la scène dans l'hôpital qui se trouve au début du film, puis juste après tourner la bataille finale. Les jeunes acteurs essayent de s'adapter tant bien que mal à la situation. Pour ne rien arranger, certains décors comme la scène de la chaufferie apportent une atmosphère étouffante, voire même irrespirable. C'était difficile car il y avait beaucoup de fumée, ça sentait vraiment mauvais. Les pompiers étaient présents durant les prises du climax dans la chaufferie au cas où il y aurait un accident. C'était vraiment le chaos. Mais malgré les engueulades quotidiennes, le metteur en scène parvient à livrer de bonnes séquences, comme la fameuse scène de Serpent Freddy qui fonctionne parfaitement bien. Je crois que c'est ma séquence préférée. La créature n'avait pas encore été construite. À vrai dire, le design n'était même pas fini. C'était juste un serpent avec la tête de Freddy. J'ai dessiné ça, et c'est plan par plan ce qu'on voit dans le film. Chuck ne voulait pas consulter les gars des effets spéciaux en premier, et souhaitait vraiment tout préparer sur le papier et leur montrer en disant « Donnez-moi tous ces plans ». Il voulait au départ jouer sur une métaphore phallique, mais il a changé d'idée sur le plateau. Je crois qu'il s'est un peu dégonflé quand il s'est rendu compte que le serpent ressemblait vraiment à une grosse bête.
Avec autant d'effets spéciaux et si peu de budget, Chuck se montre créatif, comme la fois où il a utilisé un vrai cochon grillé pour l'une des scènes de cauchemar. Ce sont des films à petit budget et il fallait compter 2000 $ pour créer la marionnette du cochon. Ils avaient supprimé la scène, mais je me suis débrouillé pour la faire. J'ai dit à l'accessoiriste d'acheter un vrai cochon, un cochon comestible, et de le faire cuire. Puis, de faire un trou dans la table pour que quelqu'un mette sa main dedans et le fasse aboyer. Il y a toujours une solution simple. Ils n'ont pas voulu me laisser faire. Finalement, je n'ai pu prendre le cochon que d'un angle. Mais je me suis battu, car le temps et l'argent étaient comptés à ce moment-là. Mais quand on veut, on peut. Et finalement, je suis sûr que c'était bien mieux qu'une marionnette en caoutchouc qui n'aurait pas été très convaincante. Pour la scène de la mort de Jennifer, Robert Englund devait à l'origine dire « Ça y est Jennifer, tu vas crever l'écran ». Mais l'acteur ne se sent pas à l'aise avec ce texte et a donc préféré improviser la fameuse réplique devenue culte. Pour la séquence de rêve dans laquelle une interview de Dick Cavett est interrompue par Freddy Krueger, Sally Kellerman était à l'origine l'invité. Mais l'animateur télé a ensuite été autorisé à choisir la personne qu'il interviewerait. Il a choisi l'actrice Jaja Gabor, parce qu'il trouvait qu'elle était la personne la plus stupide qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie et qu'il ne l'aurait jamais pris dans son émission dans la vraie vie. Charmant. Après plusieurs mois de tension, Chuck Russell livre miraculeusement ce troisième opus en temps et en heure. Bob Shaye est conquis par le résultat. Persuadé d'avoir entre les mains un blockbuster, le producteur lance une importante campagne publicitaire à travers le monde avec des spots télévisés et des pubs dans les journaux. Les Griffes du Cauchemar sort le 27 février 1987 et devient un énorme succès avec plus de 44 millions de $ au box-office américain. Je n'ai malheureusement pas trouvé le box-office mondial, mais le principal c'est de savoir que ce troisième volet a fait encore mieux que son prédécesseur. Ce qui fait de Freddy l'une des rares franchises horrifiques à être encore plus rentable à chaque épisode. Et ce n'est pas fini. En plus d'être encore plus rentable au fil des épisodes, Freddy Krueger devient une vraie star auprès du public. Il devient l'un des déguisements les plus vendus au moment d'Halloween et les jouets et figurines à son effigie se vendent comme des petits pains. Mais la folie du merchandising ne s'arrête pas là. Il y avait aussi des montres Freddy, des comics, des jeux vidéo, des bijoux, des porte-clés, des vêtements, des thés d'oreiller et des pyjamas pour enfants. Avec tous ces produits dérivés, notre grand brûlé est propulsé dans une toute autre dimension. En plus de ça, comme Freddy 3 a battu des records au box-office, la New Line Cinema met en chantier deux gros projets. L'inévitable 4e épisode, qui a déjà une date de prévue fixée au 19 août 1988 alors qu'aucun script n'a été écrit, et une série télévisée à petit budget intitulée Freddy, le cauchemar de vos nuits. Un spectacle bas de gamme où Freddy nous raconte des histoires fantastiques indépendantes à la manière des contes de la crypte. Le seul épisode que je trouve intéressant est le tout premier, réalisé par Toby Hooper, où on assiste au procès de Fred Krueger. La série est un échec et est annulée au bout de 2 saisons. En parallèle, le trio Rachel Talalay, Sarah Richer et Bob Shaye s'entourent d'écrivains prometteurs pour écrire cette 4e aventure. Il y a d'abord William Constwinkle qui écrit les grandes lignes, mais suite à des contraintes personnelles, son histoire est ensuite confiée au jeune scénariste Brian Helgeland. Le producteur lui impose seulement 7 jours pour écrire le script. S'il dépasse ce délai, Bob refusera son scénario. Brian réussit le pari, mais son script doit subir des réécritures. C'est donc ensuite le duo Jim et Ken Witt qui prend le relais. De son côté, le producteur débloque 6 millions de $, soit le budget le plus important de la franchise à ce moment-là. Mais malheureusement, une grève des scénaristes éclate durant la production de Freddy 4. Les metteurs en scène convoités par la New Line Cinema prennent peur lorsqu'ils découvrent que le scénario ne pourra pas être bouclé dans les temps. La société de production se retrouve donc sans scénariste et sans réalisateur. Et c'est à ce moment-là que le jeune Renny Harlin, futur réalisateur de Die Hard 2, saisit l'occasion. Mon gros coup de chance, c'est que la grève des scénaristes a éclaté exactement au moment de la production de Freddy 4. J'ai tourné mon premier film, Frontière interdite, en Angleterre, et un jour je me suis baladé dans Leicester Square où sont rassemblés tous les plus grands cinémas de Londres. Je regardais les affiches et à un moment je suis tombé sur celle des Griffes de la nuit. Je me suis demandé ce que c'était, ça avait l'air intéressant. Je suis allé voir le film et j'ai été soufflé. Quelques années plus tard, quand New Line a annoncé qu'ils allaient faire Freddy 4, je me suis dit que ce serait un rêve de pouvoir réaliser ça. J'ai eu des cauchemars toute ma vie, j'ai une imagination complètement folle, je devais absolument saisir cette chance.
Le metteur en scène se rend au studio spontanément pour les convaincre de l'engager, mais les dirigeants le jettent dehors au bout de seulement 15 minutes. Ce qui peut se comprendre, Bob Shaye ne va pas confier sa poule aux œufs d'or au premier venu. Le jeune Finlandais ne désespère pas et réussit même à leur montrer son deuxième long métrage, Prison, pour prouver qu'avec très peu d'argent, il est capable de faire des choses très cool. Après le visionnage, leur attitude change légèrement, mais de là à l'engager, pas vraiment. Malgré le mépris de Bob, Rainey insiste et débarque à 5 ou 6 reprises chez New Line Cinema sans rendez-vous pour montrer sa motivation. Sarah Richer apprécie sa vision artistique et souhaite l'engager, mais le fondateur de la société ne veut pas pour 2 raisons. Bob râlait au départ parce que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Je lui ai dit que ce n'était pas très grave et que Prison était un bon film. Ensuite, Bob a prétexté que Rainey ressemblait beaucoup trop à un clochard. Je lui ai répondu « Justement, il faut qu'on l'engage pour qu'il puisse prendre un bain ». Mais à force de voir sa silhouette, Bob finit enfin par admettre que la carrure du jeune Finlandais pourrait être un atout. Il pense que cet homme a l'air assez solide pour survivre à une production aussi compliquée. Je leur ai dit que j'allais écrire le film moi-même. Je leur ai pitché la scène de la pizza et d'autres concepts amusants. Ils se sont dit que j'étais soit un génie, soit un taré, mais ils n'avaient de toute façon aucune autre option. Aucun scénariste syndiqué n'allait participer au projet, donc ils ont fini par céder et ils m'ont engagé à contre-cœur. À partir de là, Rainey écrit plusieurs scènes plus barrées les unes que les autres, comme un chien qui pisse du feu pour ressusciter Freddy, une adolescente qui se transforme en cafard, une pizza remplie de cadavres et une mort à couper le souffle. Wanna suck the face? No. You flop. Dans son scénario, les 3 survivants des griffes du cauchemar sont mis en avant durant le premier acte. Malheureusement, Patricia Arquette ne reprendra pas son rôle pour une raison qu'on ignore encore. Mais selon certaines rumeurs, son agent a demandé un cachet trop important pour son retour. C'est donc Tuesday Knight qui la remplace, en plus de chanter la chanson qu'on entend dans la scène d'introduction. Pour les rôles de Kinky et Joey, Ken et Ronnie sont bien de retour. Ils sont même très heureux de revenir dans la saga. Bon, même si c'est pour se faire tuer. En effet, ce n'est pas Rodney Eastman qui va s'en plaindre. Dans sa séquence, il est réveillé par une très belle femme nue qui nage dans son matelas à eau avant d'être découpée et noyée par Freddy. Mais les prises de vue sous-marines sont loin d'être aussi amusantes. C'est même l'une des séquences les plus difficiles à tourner. Le lit est en fait construit sur un énorme réservoir qui complique les cadrages. L'équipe de tournage doit enchaîner des dizaines et des dizaines de prises avant d'obtenir enfin les bons plans. And action. En revanche, la mort de Kinky est plus impressionnante visuellement parlant. Après avoir assisté à la résurrection du tueur, le personnage se fait encercler par plusieurs voitures. Un zoom arrière vertigineux s'enclenche et s'arrête au-dessus du globe terrestre entièrement recouvert d'épaves de voitures. Cet effet a été réalisé par Justin Clarenbeck. Pour cela, il a construit une énorme maquette qu'on peut voir juste ici. Pour les nouveaux personnages, Lisa Wilcox est engagée pour jouer Alice Johnson. Je recherchais quelqu'un qui pouvait paraître au début du film timide et vulnérable et qui, de manière crédible, devenait une sorte de Sigourney Weaver dans Alien à la fin. L'actrice Toy Knockerk est prise pour le rôle de Sheila Kopecky et va prendre énormément de plaisir à jouer la prise où elle meurt. Dans cette scène, le personnage se retrouve en plein cauchemar lors d'un contrôle. Plusieurs activités paranormales vont se manifester, comme un message qui s'écrit tout seul sur sa copie, du sang sort de son stylo, puis un bras robotisé surgit. Ensuite, Freddy apparaît à la place du professeur, puis l'embrasse pour lui pomper tout son oxygène. La comédienne a raconté que lors de ces prises, le dentier de Robert Englund n'a pas tenu et s'est retrouvé dans sa bouche. Elle prendra cette expérience avec le sourire en plaisantant sur le fait que c'est son premier vrai baiser au cinéma. Rick Johnson, le frère d'Alice, est interprété par Andras Jones. Sa séquence la plus marquante est quand son personnage se retrouve dans une salle de karaté où il se bat avec un Freddy Krueger invisible. Une scène complètement absurde qui n'était absolument pas prévue. À l'origine, après le moment de tension dans l'ascenseur, les murs devaient s'effondrer et Rick se retrouvait tout d'un coup dans l'espace. Mais le budget était trop serré pour de tels effets spéciaux. Et comme ils avaient déjà tourné la scène de son enterrement, le jeune homme devait forcément mourir d'une manière ou d'une autre. Ils se sont donc servis de la scène du début, où on le voit faire des arts martiaux, et ont donc imaginé un combat. Et comme Robert Englund n'était pas disponible pour cette scène improvisée, ils ont donc décidé qu'il serait invisible.
Brooke Size est engagée pour le rôle de Debbie Stevens, une adolescente qui a une peur bleue des cafards et qui va en devenir un durant un cauchemar particulièrement réussi. No pain, no gain. Le maquillage était incroyablement lourd et difficile. Je suis restée assise durant 4 heures pour qu'on me mette toutes les prothèses, les tripes, le sang, et ensuite j'ai eu ces énormes bras d'insectes. Lorsque les bras se cassent dans ma scène, je suis en fait dans une boîte qui se trouve en dessous de ce faux corps qui est collé à ma tête. Le tournage a duré plus de 5 heures. Je ne pouvais plus vraiment bouger. À un moment, j'ai informé l'équipe que j'avais une envie pressante et ils m'ont apporté une tasse. J'ai dû leur rappeler que je n'avais pas de pénis. Pour le grand final, la tâche est très complexe pour l'équipe des effets spéciaux. Toutes les âmes torturées se retournent contre Freddy. Voici l'un des effets qu'on a utilisé dans le film. On avait Robert Englund maquillé en Freddy et il y avait un mur derrière lui. On a fait un trou dans le mur et on a mis Robert dedans de sorte que son visage, son torse et ses bras sortaient de ce côté-ci et son corps de l'autre côté. On voulait que ses âmes sortent d'une façon surréaliste, pas sanglante et répugnante. On a construit un Freddy géant de 6 mètres de haut. Il y avait des acteurs qui poussaient une paroi en caoutchouc géante. Puis, on a posé un faux corps sur le mur, avec d'autres corps attachés dessus. Les câbles et les commandes passent à travers ce corps. En plus de la production chaotique de ce 4e épisode, le producteur Bob Shaye ne fait rien pour arranger les choses. Persuadé que Renny Harlin incarne le déclin de la franchise et même de la New Line, il va venir espionner le plateau en permanence et refuse d'adresser un seul mot au réalisateur finlandais. La tension est palpable, mais le cinéaste tient bon. Et le 19 août 1988, les salles de cinéma sont pleines à craquer d'adolescents surexcités à l'idée de voir les nouvelles aventures du croque-mitaine. C'est un énorme carton. Freddy 4 devient l'épisode le plus rentable de la franchise, avec près de 50 millions de dollars au box-office américain. Bob Shaye présente immédiatement ses excuses au metteur en scène. En revanche, par rapport à son prédécesseur, les critiques sont cette fois-ci plutôt mitigées. Mais peu importe, la production d'un 5e opus est déjà programmée. Contre toute attente, le cauchemar de Freddy dépasse le record obtenu par les Griffes du Cauchemar durant l'été 1988. Pendant que Freddy devient encore plus rentable au fil des épisodes, Jason Voorhees et Michael Myers commencent sérieusement à sombrer. Fort de son succès, la New Line Cinema ne compte bien évidemment pas en rester là. Un 5e opus est très vite signé, mais les producteurs prennent une grande décision. Selon eux, il est grand temps que la série s'attaque à des thèmes plus profonds et surtout plus matures. Car le public qui avait découvert les Griffes de la Nuit en 1984 était désormais adulte. Il faut donc proposer quelque chose de neuf tout en conservant l'univers si particulier et singulier que les fans aiment tant. La productrice Sarah Richer, qui venait tout juste d'accoucher, pense de suite à une histoire qui tournerait autour d'une grossesse. Elle promeut Michael DeLuca, qui a travaillé sur la série Freddy, le cauchemar de vos nuits. Ensuite, c'est le scénariste Leslie Bohem qui est rappelé pour écrire ce 5e volet. Avant qu'il se mette au travail, les producteurs lui imposent quelques règles bien précises. Règle numéro 1, Alice Johnson doit revenir en tant que personnage principal. Règle numéro 2, c'est elle qui portera l'enfant. Règle numéro 3, beaucoup moins d'humour. Freddy Krueger doit revenir plus sombre et plus dangereux que jamais. Et enfin, règle numéro 4, les origines de Freddy doivent être respectées et approfondies. Une tâche plutôt difficile pour l'auteur. Au niveau de la mise en scène, c'est Stephen Hopkins qui est choisi. J'ai tourné mon premier long-métrage, Dangerous Game, pour très peu d'argent, et il a été montré au marché du film à Cannes. J'ai donc rencontré de nombreux producteurs. J'ai obtenu un rendez-vous avec Bob Shaye. Il a demandé à son équipe de m'envoyer plusieurs versions du script de Freddy 5 le plus rapidement possible, car ils avaient peur qu'une nouvelle grève des scénaristes éclate à Hollywood. Suite à cette crainte, le fondateur de la New Line Cinema va se montrer pressé. Trop pressé. Stephen Hopkins s'est engagé le 14 février 1989 pour réaliser un film qui a déjà une date de sortie fixée au 11 août. Cela veut dire que le jeune réalisateur a seulement 6 mois pour préparer, tourner, monter, sonoriser et truquer ce 5e épisode. Il n'y a donc pas une minute à perdre. C'est lui qui a eu les pires conditions de toute la série. Il a eu encore moins de temps que les autres et aussi la pire idée de la franchise, le bébé Freddy. Le scénario intitulé L'enfant du cauchemar conclut la trilogie des guerriers du rêve entamée par Freddy 3. Et comme d'habitude, le script demande énormément d'effets spéciaux. Le producteur débloque cette fois-ci un budget de 8 millions de dollars.
Le tournage se déroule sur seulement 4 semaines. Et pour gagner du temps, le maquillage pour transformer Robert Englund en Freddy Krueger passe de 3 heures à seulement 1h30. Le maquilleur Kevin Yeager, qui était présent depuis le second film, laisse sa place à David Miller, qui avait réalisé entièrement le look pour les Griffes de la nuit. Le temps très serré impose alors un design beaucoup plus simpliste. Je ne veux pas cracher sur qui que ce soit, mais je trouve que sur les épisodes 5 et 6, le studio et les décideurs ont eu trop d'influence sur la production. Le look de Freddy a commencé à devenir trop cartoonesque. Les sculptures étaient même très grossières. On a fini par surnommer Freddy la tête de pizza. Dans Freddy 5 et 6, on croirait parfois que Robert Englund porte un masque d'Halloween acheté dans une boutique de farce et attrape. Tourné dans l'urgence, ce 5e film exige un effort de coordination exceptionnel au niveau des effets visuels. New Line se tourne vers Alan Munro, qui vient de faire sensation avec les innombrables trucages de Beetlejuice de Tim Burton. Ma séquence préférée reste la destruction de l'église. J'adore le look de cette scène, et c'est celle sur laquelle j'ai travaillé le plus longtemps. J'aime aussi beaucoup les effets en stop motion, comme ceux du plongeoir qui se transforme en griffe. Même si le script ne contient étonnamment que 3 morts, elles sont toutes plus folles les unes que les autres. Comme quand une adolescente soucieuse de son poids finit gavée par Freddy. You are what you eat. Ou Dan, l'un des survivants du film précédent, fusionne avec une moto. Un vrai casse-tête pour les responsables des effets spéciaux qui manquent de temps. Ces films représentent l'âge d'or de l'horreur stylisée et des effets spéciaux pratiques. Impossible de ne pas aimer ça. Avant l'arrivée des images de synthèse, tout était tourné en vrai, de façon physique, devant l'objectif. Sur Freddy 5, Alan Munro m'a demandé de réaliser le cauchemar de Greta, où Freddy la gave jusqu'à ce qu'elle devienne difforme. Nous avons dû créer 3 designs. Le plus gros défi était d'enchaîner ces 3 prothèses différentes dans la même journée de travail. Heureusement, sur Allo Maman Ici Bébé, l'année précédente, nous avions développé un système d'application rapide. L'idée, c'était de créer une sous-prothèse commune à tous les designs, avec un système d'accrochage en nylon. Chaque visage enflé de Greta s'accrochait donc à cette sous-prothèse, et nous n'avions plus qu'à cacher les jointures avec une glu légère très facile à enlever. Après avoir tourné la première étape, nous sommes partis avec l'actrice dans la caravane des maquillages. Nous avons décroché le visage qui venait d'être filmé, et nous avons accroché le second. Cette idée était très avant-gardiste, mais ça nous a fait gagner un temps fou. Pour la séquence avec la moto, le travail était néanmoins plus compliqué. Chris Biggs et son équipe ont créé la majeure partie de cette scène. Nous sommes arrivés tout à la fin pour ajouter quelques inserts. Des gros plans où les tendons de la moto rentrent sous la peau du personnage, une main qui se transforme, la tête qui se déchire et révèle un crâne biomécanique. Cette tête était en fait une marionnette avec un visage en vinyle. Je crois que le déchirement a été réalisé à l'aide d'un monofilament et d'un canon à air comprimé. On a aussi penché la tête avant de la filmer, afin de tirer profit de la gravité. Comme ça, les morceaux de visage s'envolaient plus facilement. Et encore une fois, le tournage se déroule dans de mauvaises conditions remplies de tension, sous une chaleur épouvantable qui dépasse les 40 degrés. Alan Munro se souviendra longtemps de cette expérience, comme le jour où ils ont tourné la scène où Freddy essaye de sortir du ventre de sa mère. La caméra était suspendue à une poulie, on la tirait en arrière d'un coup sec et en même temps, on claquait les portes faites en sucre et on les faisait exploser. On s'était donné la journée pour filmer ça. Finalement, ça nous a pris 20 heures. Il faisait tellement chaud dans la pièce où l'on tournait qu'on était tous en maillot de bain. En gros, il y avait tous ces types à poil et en nage qui essayaient de tourner. À force de faire exploser tout un tas de portes, le sol était couvert de sucre. Il faisait si chaud que tout a fondu. Il y avait une couche de 5 cm. On aurait dit qu'une fête foraine avait vomi sur nous. On sentait effroyablement mauvais. C'est un des pires souvenirs de toute ma vie. À la fin du tournage, il y avait plus de 30 cm de sucre caramélisé sur le sol en ciment. Ça dégoulinait de partout. La post-production se fait également dans la précipitation. Le réalisateur avait même débuté le mixage avec l'ingénieur du son avant la fin du tournage pour gagner du temps. Mais il n'avait absolument pas anticipé toutes les galères qu'ils allaient rencontrer avec la Motion Picture Association of America. 4 détails marquants sont donc supprimés. Freddy qui s'amuse à trancher une poupée. Filet de Bobby. Un plan où le croque-mitaine puise de la viande dans le ventre ouvert de la jeune fille. Tous les moments où les câbles de la moto rentrent sous la peau de Dan. Puis, dans la séquence de la mort de Mark, Freddy était censé le décapiter. L'enfant du cauchemar sort miraculeusement dans les temps durant l'un des étés les plus bondés de l'histoire du cinéma américain face à SOS Phantom 2, L'Arme Fatale 2, Indiana Jones 3, Cimetière, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Abyss, Star Trek 5, Vendredi 13 l'ultime retour et Karate Kid 3. Loin d'être un flop, il réalise malgré tout des scores décevants au box-office. Aux États-Unis, il ne récolte que 22 millions de dollars. Il reçoit également de très mauvaises critiques.
Le vent commence à tourner et il est grand temps de dire au revoir à notre croque-mitaine préféré. Après les chiffres décevants de Freddy 5, c'est décidé. La New Line décide d'en finir pour de bon avec cette franchise. Franchement, il était temps de passer à autre chose. Nous étions à court de bonnes idées et nous avions d'autres projets sur lesquels nous voulions nous concentrer. Un 6ème film est bel et bien en préparation, mais sera donc le dernier. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'état. mensonge, Perroquet. Vous êtes qu'un perroquet, monsieur. Un premier scénario écrit par Michael Almereda mettait en scène Jacob Johnson, le fils d'Alice présent dans L'Enfant du Cauchemar, alors âgé de 15 ans. Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de détails sur cette histoire, mais je sais que plusieurs guerriers du rêve qu'on avait vus dans le 3ème film venaient prêter main forte à Jacob pour vaincre une bonne fois pour toutes Freddy. Mais l'idée est très vite abandonnée. Pendant ce temps, le vice-président de la New Line, Mark Ordesky, tombe sous le charme du film Bad Taste, réalisé par Peter Jackson. Il pense que le jeune scénariste et réalisateur néo-zélandais serait parfait pour écrire Freddy 6. N'ayant plus rien à perdre depuis le score décevant de Freddy 5, Bob Shaye accepte de l'engager avec son co-scénariste Danny Mulron. Mark Ordesky n'attend pas une minute de plus pour inviter les deux artistes à Los Angeles et va même les loger dans son propre appartement. En seulement quelques semaines, le duo lui rend un script intitulé A Nightmare on Elm Street 6, The Dream Lover. À la fois original et méta, l'intrigue était une sorte de commentaire sur le déclin de la saga. Plus précisément, le manuscrit parle d'un Freddy Krueger faible et fatigué. Les habitants de Springwood n'ont plus du tout peur de lui. Les adolescents d'Elm Street s'amusent même à prendre des somnifères pour entrer dans le monde des rêves et tabasser le croque-mitaine qui se retrouve sans défense nuit après nuit. Mais un soir, Freddy parvient enfin à se défendre contre l'un de ses agresseurs et retrouve une partie de son énergie. Il installe à nouveau la peur en prenant en otage un policier. L'officier, qui est maintenant piégé dans le monde des rêves, est en fait le père de l'un des personnages principaux. Les adolescents vont alors tout faire pour le sauver. Mais Bob Shaye n'est pas très enthousiaste à l'idée de montrer dans le premier acte un Freddy faible et démuni. De son côté, la productrice Rachel Talalay, qui a travaillé sur quasiment tous les films de la saga, souhaite devenir réalisatrice. Elle demande de l'aide au scénariste Michael DeLuca, qui avait déjà participé à l'écriture du 5e volet sans être crédité. Une fois le script bouclé, Bob juge le manuscrit suffisamment solide pour passer à l'étape suivante. Peter Jackson et Danny Mulron sont payés, mais finalement remerciés. Cette nouvelle histoire, qui s'appelle maintenant La fin de Freddy, propose étonnamment quelque chose de plus cartoonesque, alors qu'à la base, l'Enfant du Cauchemar devait remettre la franchise sur un chemin beaucoup plus sérieux et sombre. J'avais très envie de réaliser ce film. C'était le moment ou jamais. J'écris les grandes lignes de Freddy 6 avec en tête la volonté de plus étoffer l'histoire. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus drôle également. On a créé ce film à l'époque où est sorti Twin Peaks. Quand Michael DeLuca m'a aidé à écrire le script, on était amoureux de cette série. On s'en est donc inspiré. C'est pour cela qu'il y a un côté plus décalé dans mon épisode. Avec ce film, la productrice écarte complètement l'arc des guerriers du rêve mis en place par les Griffes du Cauchemar. Ce nouvel opus se passe 10 ans après le précédent film et se concentre sur le passé de Fred Krueger. On verra par exemple dans le 3e acte le harcèlement qu'il subissait quotidiennement à l'école, son adolescence avec un beau-père alcoolique, et on apprendra également qu'il avait un enfant qui était placé dans un orphelinat lors de son procès pour meurtre. Freddy est donc papa depuis tout ce temps. Pour ce dernier film, Rachel Talalay fait le choix très surprenant de tourner en relief. C'est en 1981, avec le succès surprise de Western, que la mode de la 3D s'est lancée. Plusieurs productions américaines vont suivre, comme Parasite, Les Dents de la Mer 3, Amityville 3D ou Vendredi 13, Meurtre en 3 dimensions. Mais l'intérêt du public n'est pas non plus énorme. C'est pour cela que je trouve cette idée assez étonnante. D'autant plus que cette technologie nécessite une énorme caméra, souvent déplacée à l'aide de câbles reliés à une petite grue. Donc la mise en scène est forcément limitée. La 3D était vraiment lourde et ne fonctionnait pas très bien. Nous n'avions pas les ressources nécessaires pour tester suffisamment la technologie. Je pense que cela a à peine fonctionné et a limité tout ce que je voulais faire pour le climax. C'était un pur gadget et cela coûtait beaucoup d'argent que j'aurais pu mettre ailleurs pour améliorer le reste du film et ne pas avoir une fin aussi boiteuse tournée dans une pièce qui faisait la taille de ma chambre. Le budget atteint les 10 millions de dollars. Le casting est entièrement renouvelé, avec des acteurs inconnus du grand public, mais Johnny Depp, qui a débuté sa carrière dans Les Griffes de la Nuit, fera un petit caméo. Des questions ?
Je suis sortie de la production de Crybaby et c'est comme ça que j'ai eu Johnny Depp pour la journée. Il n'oublie pas d'où il vient, contrairement à ces mecs qui tentent d'enterrer leur premier film. Depp est incroyable, je lui ai juste demandé de participer à une scène et il a tout de suite accepté. Le chanteur Alice Cooper fait également une apparition dans les traits du beau-père alcoolique de Freddy. Comparé aux épisodes précédents, le tournage se passe plutôt bien malgré le manque de temps. En revanche, la post-production est un calvaire pour Talalay et sa monteuse. C'est seulement 2 semaines avant la sortie du film qu'on a su que la 3D fonctionnerait. C'était absolument terrifiant. Les images nous donnaient des migraines quand tout n'était pas bien aligné. Pour la promotion, la New Line Cinema a organisé les funérailles fictives de Freddy Krueger au Hollywood Forever Cemetery le vendredi 13 septembre 1991. Ça ne s'invente pas. Tous les producteurs et acteurs sont présents pour enterrer publiquement notre croque-mitaine préféré. Le maire de l'époque, Tom Bradley, a même déclaré que le 13 septembre était la journée de Freddy Krueger. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cette annonce qui célébrait un tueur d'enfants fictif. Tammy Bruce, présidente de la section de Los Angeles de l'Organisation nationale pour les femmes, avait même déclaré ceci. C'est absurde et embarrassant. Décréter une journée en l'honneur d'un personnage qui existe pour massacrer les gens est absolument horrible. Plusieurs associations, personnalités publiques et quelques citoyens s'interrogent ou s'offusquent. C'est incroyable. Est-ce que cela signifie que vous pouvez célébrer cette journée en poignardant et en tuant quelqu'un ? Certains demandent même au maire des excuses publiques. Un représentant a dû expliquer que cette journée ne glorifiait en aucun cas la violence et insister sur le fait que c'était juste une promotion originale et rigolote pour une franchise qui a donné un coup de pouce majeur à l'économie de la ville. Ce coup de pub sera payant puisque la fin de Freddy fera le meilleur lancement de la série pour sa première semaine au box-office. Malgré ce démarrage en fanfare, le film ne fera à l'époque pas mieux que les 3e et 4e volets. Au total, le film récolte plus de 34 millions de dollars. Au niveau des critiques, Freddy 6 se fait laminer, ce qui officialise la fin des slashers dans les années 90. Loin d'être un carton au box-office, la fin de Freddy a malgré tout engendré 34 millions de dollars, soit 14 millions de plus que l'enfant du cauchemar. Ce qui prouve que le croque-mitaine au visage brûlé peut encore être rentable. Certes, Freddy est mort et enterré, mais le 10e anniversaire du film original approche à grands pas. Et comme Robert Englund avait déjà signé pour un épisode de plus, le producteur Bob Shaye se met à la recherche d'une bonne idée pour justifier une 7e aventure. Parallèlement, Wes Craven est très frustré depuis quelques années. En effet, il n'a jamais vraiment supporté l'évolution de sa créature qui est tombée dans l'humour absurde. Il ne partageait tout simplement pas la même vision. Pour lui, Freddy Krueger est un personnage horrible qu'on ne doit pas adorer ou starifier. On doit plutôt le craindre et en avoir peur. N'ayant plus de projet après la réalisation du Sous-sol de la peur en 1991, Wes reçoit un appel inattendu de la productrice Sarah Richer. J'ai appelé Wes. Quelques jours plus tard, il est revenu vers moi avec une idée. Il était très en colère de ne pas avoir travaillé sur les suites. Il ne voulait pas travailler sur le second, nous n'avons pas gardé son scénario pour le 3e, et nous avons engagé des nouveaux réalisateurs à chaque fois. Son ego a sans doute été blessé, mais je suis restée en bon terme avec lui durant toutes ces années. Quand il nous a présenté son concept, nous avons tous adoré, c'était génial. Ce nouveau projet cinématographique raconte ceci. Harcelé par une entité millénaire en 1983, un metteur en scène du nom de Wes Craven est parvenu à l'emprisonner en réalisant Les Griffes de la Nuit. Devenu un personnage de fiction au nom de Freddy Krueger et galvanisé par l'énergie que lui fournissent des millions de spectateurs, le démon parvient à s'échapper après la sortie du dernier film, La fin de Freddy. Le démon va donc s'en prendre au casting du premier film dans le monde réel. Vous l'aurez compris, Craven s'amuse avec la mise en abîme et le côté méta 3 ans avant Scream. Mais son traitement évoque également l'impact sociétal du cinéma d'horreur, la preuve avec l'une des premières séquences avec Heather Langenkamp et Robert Englund dans leur propre rôle sur le plateau d'un talk show face à des jeunes fans hystériques déguisés en Freddy. Le problème lorsqu'on fait des suites, c'est que si on garde le méchant comme centre de l'histoire, alors il faut renouveler les victimes à chaque fois. Ça devient répétitif. Plus ça va et moins on a de la matière. Quand on m'a demandé de réaliser un dernier Freddy, c'était intéressant sur le plan professionnel, j'ai pu négocier certains aspects du film. Je voulais être sûr de pouvoir amener le film à un autre niveau. J'ai revu toute la série, et au bout d'un moment, j'ai perdu le fil. Il n'y avait rien sur quoi construire une suite. Ironiquement, c'est ce qui m'a poussé à sortir totalement du film. Le metteur en scène est conscient qu'il sera difficile d'imposer ce nouveau concept à Bob. Pour rappel, le producteur avait justement refusé le scénario de Peter Jackson qui était un commentaire méta sur le déclin de la franchise.
Mais Wes Craven a un plan. Il va appuyer sur le fait que Bob a un rôle dans le film. Quand j'ai commencé dans l'industrie du cinéma, je rêvais de devenir un jour acteur. Alors Wes a vraiment touché mon ego en me proposant un vrai rôle. J'ai donc accepté, même si je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler le résultat final. Avec ce concept novateur, le metteur en scène veut s'éloigner autant que possible des codes du slasher et propose quelque chose de totalement inédit. Ce 7e épisode est aussi une belle opportunité pour rendre hommage aux artistes qui sont trop souvent laissés dans l'ombre. Ça sera donc l'occasion de voir sur grand écran des maquilleurs, des décorateurs, des techniciens et des producteurs. À côté de tout ce beau monde, nous retrouvons une partie du casting du premier Freddy. Heather Langenkamp, qui ne s'attendait pas à rejouer dans la saga, est agréablement surprise en recevant le manuscrit. C'était vraiment cool de voir mon nom dans le script, mais après avoir lu le scénario, j'avais peur que le public pense que c'était un vrai film sur ma vie. Wes Craven a effectivement intégré quelques éléments de sa vie, comme le fait qu'un fan complètement détraqué la harcèle au téléphone. Allô? Une expérience difficile qu'elle a dû gérer tant bien que mal. On la voit également en couple avec un homme qui travaille dans les effets spéciaux, ce qui est vraiment le cas dans la vraie vie. Pour le rôle de Dylan, le fils d'Heather, c'est le jeune Miko Hughes qui est engagé. L'acteur de 8 ans avait déjà travaillé dans un film d'horreur où il avait marqué les esprits avec cette scène. Robert Englund, qui était déjà sous contrat, revient donc sans surprise sous les traits du croque-mitaine. Mais cette fois-ci, le réalisateur compte faire quelques modifications sur le personnage. En effet, il estime que Freddy était devenu beaucoup trop mince, avec un cou très maigre et un physique loin d'être impressionnant. Le tueur va alors subir un relooking. Il propose de le rendre plus musclé, avec des épaules carrées, un cou épais, une mâchoire imposante et des sourcils froncés. Et c'est David Miller qui est une nouvelle fois engagé pour changer le look qu'il avait créé 10 ans auparavant. Cependant, Craven et Miller ne partagent pas la même vision pour ce changement. J'ai beaucoup étudié l'anatomie et mon intention était de montrer un réseau de muscles réaliste avec des tendons entrecroisés dans tous les sens. Mais Wes a insisté pour que le look soit stylisé plutôt que correct sur le plan médical. Un accord est trouvé entre les deux hommes. Le résultat est certes intéressant, mais pas à la hauteur des travaux de Kevin Yeager. Ce nouveau design sera appliqué en moins d'1h30 à l'aide d'une cagoule qui recouvrira toute la tête de Robert Englund, sauf le nez, les yeux et le menton. Ensuite, il ne restera plus qu'à appliquer les différentes prothèses. L'acteur portera également un pantalon en cuir, un long manteau, un faux torse, de fausses épaules et des lentilles de contact. Le maquilleur Robert Kurzman n'est pas vraiment fan de cette métamorphose. Dans ce film, j'avais plus que jamais l'impression que Robert portait un masque d'Halloween. C'était peut-être une idée de marketing, peut-être qu'il voulait le rendre moins effrayant en raison de son statut de star. Dans tous les cas, c'est de loin le maquillage que j'aime le moins dans toute la saga. Lou Carlucci, le superviseur des effets spéciaux qui avait créé le gant dans le premier épisode, est engagé pour modifier son œuvre. Le gant de Freddy sort de la nuit est très organique. Sa structure n'est pas du tout la même que celle du gant original. Il ne s'agit plus seulement d'accrocher des pièces de métal à un morceau de cuir. Les os ont beau être intégrés au gant, il faut commencer par sculpter, tirer, vieillir et peindre chaque petit élément. Sans mauvais jeu de mots, c'est un cauchemar à fabriquer. Nous retrouvons également Tracy Middendorf dans le rôle de Julie, la babysitter de Dylan. À l'origine, son personnage devait avoir beaucoup plus d'importance. Dans le scénario original, on apprenait que Julie était en réalité le harceleur d'Heather. Wes a dit qu'elle pouvait réellement être à l'origine de tout ça. Mais toute l'équipe était contre. Cette idée est donc écartée, comme la scène où Wes Craven se retrouve dans une fourgonnette avec les paupières coupées pour tenter de rester éveillé, conduite par Michael Berryman, l'acteur de La Colline à des yeux. Finalement, cette séquence sera remplacée par un simple dialogue. Mais en 2011, Craven rendra hommage à cette idée en donnant une réplique à Ghostface dans Scream 4. J'ai plein de projets pour toi. D'abord, je vais te découper les paupières pour que tu puisses me voir bien en face quand je t'étriperai. Et pour la toute première fois dans la franchise, le tournage se déroule dans de très bonnes conditions. Enfin, je dis ça, mais 2 semaines avant les dernières prises, un tremblement de terre a frappé Los Angeles. Madame, monsieur, bonsoir. Le violent séisme qui a ravagé hier une partie de la banlieue de Los Angeles a fait, je vous disais en titre, 33 morts au tout dernier bilan. Ce qui est très troublant car c'est exactement ce qui se passe dans le film. Doté d'un budget s'élevant à seulement 8 millions de dollars, Wes Craven commence à tourner en octobre 1993. Habitué aux faibles moyens, il redouble d'inventivité pour ne pas dépasser les coûts de production. 4 séquences vont malgré tout prendre une bonne partie du budget. La séquence d'ouverture, la scène sur l'autoroute,
le meurtre de la babysitter qui demande la création d'une salle tournante et la confrontation finale. Et c'est la société K&B Effect qui s'occupe des trucages de cet épisode. C'était le début des effets numériques et on les a utilisés à notre avantage. Howard Berger s'est chargé de la première scène. Il était littéralement dans le cadre. Il courait derrière la main avec sa télécommande et ensuite, l'équipe des effets visuels l'a effacé de l'image. Pour la scène de l'enterrement, plusieurs acteurs qui ont joué dans la franchise font un petit caméo. On y retrouve notamment Tuesday Knight du Cauchemar de Freddy et Nick Corri des Griffes de la Nuit. Wes Craven avait l'intention de demander à Johnny Depp de faire une apparition, mais il n'a jamais osé lui demander suite à son importante notoriété. Mais quelques années plus tard, Depp a dit qu'il aurait accepté avec plaisir. On le sait tous, faire jouer des enfants n'est pas très simple, mais apparemment pour une scène qui nécessitait des larmes, une méthode assez choquante a été utilisée pour que le petit Hugh soit parfait dans son jeu. Il a été informé par son père, présent sur le plateau, que sa mère venait de mourir juste avant une prise. Une fois la scène dans la boîte, le garçon a appris la vérité et a eu le droit à un Happy Meal. Ah bon, d'accord. Le tournage se termine en janvier 1994. La sortie est prévue pour le 14 octobre, soit quasiment 10 ans jour pour jour après la sortie du premier opus. Mais contrairement à ce dernier, Freddy sort de la nuit est un flop et devient l'épisode le moins rentable de toute la saga avec 19 millions de dollars, mais obtient quand même de très bonnes critiques. Personnellement, même si sur les 7 épisodes j'en aime véritablement que 3, je tiens à rendre hommage aux superviseurs des effets spéciaux, aux techniciens et aux maquilleurs qui ont réalisé un travail spectaculaire avec pourtant très peu de moyens. Il faut absolument rendre hommage aux travaux de David Miller, Kevin Yeager, Mark Shostrom, Robert Kuzman, Greg Canham, Todd Masters, Alan Monroe, John Carl Bulcher, Jim O'Pearl et Jim Doyle. Il ne faut surtout pas oublier qu'ils avaient énormément de poids sur les épaules. Ils ont toujours redoublé d'inventivité malgré le manque de temps, le manque d'argent et une tension permanente. Grâce à eux, la saga Freddy est restée gravée dans la mémoire des spectateurs et reste l'une des franchises horrifiques les plus originales du 7e art. Dans sa chapitre 2 sorti en 2019, Richie porte une chemise étonnamment similaire à celle de Jesse dans La Revanche de Freddy. Ce qui est clairement un indice sur l'orientation sexuelle du personnage, mais aussi un hommage pour cette suite qui est devenue culte grâce à son sous-texte. Bob Shaye a fait plusieurs caméos dans la franchise. On peut par exemple le voir en barman dans Freddy 2, en tant que professeur dans Freddy 4 et en tant que vendeur de tickets dans Freddy 6. Wes Craven et Bruce Wagner ont proposé un concept pour Freddy 4 qui impliquait un voyage dans le temps. Cependant, les producteurs ont estimé que le concept était trop fou. Quelques années plus tard, dans Scream 4, il y a une petite référence à cette idée, quand un personnage parle d'un épisode de Stab avec également un voyage dans le temps. Le diner dans lequel travaille Alice se nomme Cryvin, en hommage à Wes Craven. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre clin d'œil au réalisateur dans Freddy 4. Dans la chambre de Kincaid, on peut apercevoir une affiche de la colline à des yeux. Rachel Talalay a révélé que pendant le traitement en 3D de la fin de Freddy, la société en charge des effets spéciaux lui avait accidentellement envoyé un clip de 2 secondes de Terminator 2 qui était à ce moment-là totalement inédit et surtout confidentiel. Suite au faible budget de Freddy 7, une scène qui était dans le script n'a pas été tournée. Elle montrait un cauchemar de Robert Englund. L'acteur se retrouvait coincé dans une énorme toile où Freddy arrivait vers lui en araignée géante. Un jour, l'équipe des Griffes de la Nuit s'est rendue dans un restaurant thaïlandais en face du plateau, avec Robert Englund portant le maquillage complet de Freddy. Un des serveurs a eu si peur en le voyant qu'il a fait tomber son plateau et a préféré partir du restaurant. Wes Craven avait aidé Sean Cunningham sur quelques plans pour Vendredi 13, et à son tour, ce dernier a réalisé quelques plans vers la fin de la production des Griffes de la Nuit. Lorsque Robert Englund a essayé le gant pour la première fois, il s'est coupé. En effet, le gant réalisé pour le film était armé de vraies lames. Durant les réécritures de Freddy 4, Renny Harlin et certains producteurs sont tombés par hasard sur James Cameron. Le réalisateur de Terminator a demandé à Renny comment il allait faire revenir Freddy à la vie cette fois-ci. Le jeune metteur en scène a répondu pour rigoler qu'un chien allait pisser du feu sur lui. Et en fin de compte, l'idée a fini par être utilisée dans le film. Et voilà, c'est tout pour la saga Freddy. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette longue vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas, ne vous endormez jamais.